Bonjour. Bienvenue à ma présentation sur l'Extreme Agile. Aujourd'hui, je vais vous raconter un peu comme elle expliquait, un retour d'expérience sur l'aventure qu'on a vécue au cours des 2 dernières années à accompagner le ministère de la Santé à livrer des solutions technologiques pour la pandémie. À propos de moi, je suis analyste d'affaires, j'ai plus de 20 ans d'expérience dans le monde des TI. Je suis une passionnée de l'agilité, de développement logiciel et de transformation organisationnelle. J'ai rejoint Aquinox en mai 2020 et depuis, j'ai eu la chance de contribuer dans tous les projets là, pour aider la lutte à la pandémie. Je vais savoir un peu à qui j'avais affaire dans la salle. Fait qu'à main levée, pour savoir qui est en développement logiciel. OK. En design. Est-ce qu'on a des gens du marketing, communication? Un peu moins, ouais. Oh! Super. Des gestionnaires, chargés de projet? Puis finalement, des gens du ministère de la Santé. Non? Il n'y en a pas? OK, super. Fait qu'on voit qu'on a beaucoup de développeurs logiciels ici. Puis là, je voulais vous demander une autre question. À main levée, est-ce que vous connaissez Aquinox? Oui. Ouais. C'est ça. Mais bon, mettons, avant que vous voyiez notre nom sur votre preuve vaccinale, Aquinox, c'est un fournisseur de services numériques qui est présent dans le réseau de santé depuis plus de 15 ans. On a vraiment à cœur la vision d'un monde sain et inclusif où le patient est véritablement au centre des services de soins offerts. Puis notre façon à nous d'aider, c'est d'accompagner les gens en services de santé pour transformer l'organisation des soins. On a une approche plus ingénierie qu'on aide pour accompagner le travail des professionnels. Notre solution était connue pour les soins virtuels puis la télémédecine déjà au Québec, implantée dans plus de 2000 établissements puis 65 spécialités. Quand la pandémie a éclaté au Québec, le ministère s'est tourné vers nous et nous a demandé de donner un coup de main pour aider. Dans le fond, il voulait une solution pour le dépistage, le traçage. Un vendredi soir en urgence, vous avez besoin d'une solution pour le lundi matin pour orienter les gens vers le dépistage. Solution qu'on a livrée lundi matin à 6 heures, mais sur notre plateforme, sur le cloud. Donc, tout au long de la pandémie, ça, c'était juste un début. On a eu la chance de contribuer à tout plein d'autres projets, des solutions numériques pour aider les équipes du ministère puis les citoyens. Je voulais vous commencer par vous présenter un peu les solutions qu'on a mises en place. Qu'on a la plateforme web Aquinox qui a servi à faire le suivi des contacts, les enquêtes épidémiologiques, la gestion des éclosions, l'auto-évaluation des symptômes, peut-être que vous l'avez essayé. On a automatisé les résultats de laboratoire, le dépistage, la divulgation et la preuve vaccinale. Tout ça pour la santé publique et les citoyens, dans une plateforme web accessible autant sur mobile que sur desktop. On a configuré des engins d'interface avec beaucoup de systèmes externes, dont le registre de vaccination, la RAMQ, les référentiels provinciaux, en utilisant des standards reconnus comme le FHIR, le HL7. Tout ça sur une architecture moderne dans le cloud et avec une couche d'accès sécurisé aux données qui permettait aux gens du ministère d'avoir accès à des données provinciales disponibles en temps réel pour prendre des décisions. C'est certain qu'une plateforme comme ça ne se bâtit pas en une journée. Là, je vais vous montrer un peu au fil du temps qu'est-ce qu'on a livré, les contacts, les enquêtes, tableau de bord opérationnel, celui-là pour prendre les décisions, l'auto-évaluation des symptômes. On a tué les fax, mort aux fax, pour les transmissions des résultats de laboratoire de la COVID en décembre 2020. C'est ça. Mis en place une plateforme pour le dépistage avec les tests rapides en février. Ensuite, la preuve vaccinale. Gestion des éclosions, les milieux qui sont atteints de plusieurs cas de COVID. On a lancé un concours, gagné à être vacciné. Vaxicode et Vaxicode Vérif au Québec, donc les applications mobiles que vous avez sûrement à quelque part dans votre téléphone. On a aussi eu la chance de fournir ces applications-là pour Saskatchewan et Terre-Neuve en octobre. En janvier, la plateforme d'autodéclaration des tests rapides. Qu'on voit que c'est vraiment une cadence de livraison continue dans l'agilité qu'on a été capable de mettre en place au fil du temps. Puis à travers tout ça, on a vécu une croissance assez soutenue au sein de l'entreprise. On est passé de 5 employés à plus de 90 aujourd'hui.
Parce que même avant la pandémie, notre carnet de commandes était déjà bien rempli. Et avec la santé publique, ça n'a fait qu'augmenter les besoins. Donc, ce que je veux vous parler aujourd'hui, c'est 4 des principaux défis qu'on a rencontrés, puis les leçons qu'on en a tirées. Fait que, on va y aller. Au niveau de la culture. Fait que dans le fond, la culture puis l'organisation de travail au ministère, fait que culturellement, on fait face à une mentalité de travail en silo très hiérarchique. Il y a peu de collaboration, les diverses organisations du réseau ne se parlent pas, beaucoup de paliers décisionnels, on a de la difficulté à développer des projets, à obtenir de la donnée, il y a des enjeux réglementaires. On est aussi habitué à fonctionner en mode waterfall. Fait qu'on a des appels d'offres qui décrivent tous les requis détaillés avec des livraisons précises à la fin du projet, tout doit être inclus. Hein? C'est ça. Ça peut prendre des mois, puis même des années, à mettre en place de nouvelles solutions. Mais là, on est dans une situation où le virus évolue, puis il faut être capable d'évoluer nos systèmes aussi rapidement qu'un virus, dans le fond. Les connaissances épidémiologiques, ils changent à tous les jours. Il faut être capable de collaborer entre les systèmes, entre les services. Il faut être capable de livrer des solutions quelques jours après la demande et non quelques mois. Tu sais, on dit souvent en agilité qu'on construit l'avion en plein vol, là, mais c'est exactement ça qu'on avait besoin. Et ce qu'on a mis en place, c'est un cadre méthodologique fortement inspiré du Scrum. Fait qu'on voit ici 2 cycles en parallèle, dans le fond. L'objectif, c'est de livrer des nouvelles fonctionnalités dès qu'on en a besoin. On essaye de tendre vers un cycle de 2 semaines. C'est arrivé pas mal plus souvent qu'on a livré plus vite que ça. Mais on met en place des rencontres de collaboration avec les gens du ministère pour prioriser, faire l'analyse des besoins. Quand on s'entend sur les requis, on transmet ça à l'équipe de dev qui ont entre 2 jours et 2 semaines pour développer la solution. Puis là, on fait les tests, l'acceptation, le développement, la livraison, la gestion de changement, la formation. Tout ça dans un cycle agile le plus possible. Une des premières leçons qu'on a tirées de ça, c'est qu'il faut être flexible. Fait que on n'est pas capable de toujours respecter ce processus-là, un cadre méthodologique. Des fois, ça arrive que le besoin arrive 3 jours avant la fin du sprint. Tu n'as pas le choix. Il faut absolument qu'il soit dans la prochaine livraison. Il faut accepter l'imperfection, trouver le confort avec l'incertitude. Tu ne pourras pas tout définir tes requis avant d'en parler à l'équipe de dev. Tu les rencontres, tu leur parles souvent, tu travailles en équipe. Puis il faut garder en tête aussi que c'est une philosophie itérative. Donc, on livre ce qu'on a de besoin pour commencer, pour répondre aux besoins, puis on itère avec les besoins réels qu'on trouve sur le terrain. Parce qu'on est bon dans des ateliers d'analyse, de trouver plein de problèmes en théorie. Il n'y a rien comme le mettre en production pour voir c'est quoi les vraies choses qu'on doit adresser. Ouais, justement, dans ces rencontres-là qu'on a mis en place, il faut être en mesure de prendre des décisions rapidement. Tu sais, quand il faut que tu livres dans 3 jours, tu n'as pas le temps d'attendre l'approbation du 3e palier hiérarchique. Je ne peux pas vous dire qu'on a réussi à faire fi complètement de tous les paliers hiérarchiques, mais c'est arrivé vraiment souvent qu'on s'est retrouvé à mettre tous ces gens-là ensemble pour travailler en mode décloisonné, en mode solution, en contribuant chacun notre expertise pour arriver à résoudre les problèmes. Tu sais, par exemple, le dossier des fax, bien, dans une même rencontre, on pouvait avoir les gens de la direction des TI du ministère, l'INSPQ, ceux qui s'occupent des statistiques, il y avait Aquinox, la firme Nosotec qui a été impliquée dans le dossier. Tous ces gens-là, ensemble, à travailler pour trouver des solutions. Tu sais, nous, on est habitués un peu chez Aquinox, on n'a pas de hiérarchie, fait qu'on est capable de prendre des décisions. Avec toutes ces équipes-là, bien, tous les gestionnaires puis les directeurs sont invités, puis on travaille en groupe. Mais là, c'est sûr que Teams, c'est le fun. On dispose de salles de réunion infinies, de taille infinie. Mais tu sais, c'est pas juste on met 20 personnes ensemble, on les fait parler, puis on sort de là avec une décision. Tu sais. Facile de même. Non, ça marche pas comme ça. Fait que c'est super important d'avoir un bon facilitateur pour organiser les gens, puis les aider s'assurer qu'on atteint l'objectif. Puis une des choses très importantes, c'est rendre les choses visibles. J'ai un de mes gourous préférés, Alberto Brandolini, qui a inventé la méthode Event Storming, qui dit souvent « Don't discuss invisible things ». Il ne faut pas discuter des choses invisibles. C'est intangible. Les gens ne comprennent pas. Fait que chez Aquinox, on a des licences Miro. Fait que moi, j'ai mon iPad avec mon crayon. Puis pendant les rencontres, j'ouvre le Miro, puis je dessine, un peu comme un vrai whiteboard en présentiel. Puis c'est fou la différence que ça fait quand les gens peuvent comprendre les concepts, c'est moins abstrait,
puis ils peuvent pointer sur la boîte que tu viens de dessiner, mais c'est beaucoup plus facile de prendre des décisions puis d'arriver ensemble à une conclusion. Puis bonus électronique, mais tout le monde peut partir avec une copie du whiteboard facile comme ça. Puis en parlant de rendre les choses visibles, un petit truc, c'est un pet peeve chez moi, c'est la caméra dans les rencontres en Teams. Tu sais, on connaît tous des gens là, qui n'ont pas envie de mettre leur caméra, puis ça ne leur tente pas. Dites-moi, avez-vous réellement du plaisir à travailler avec eux? Trouvez-vous que les conversations vont bien? Tu sais, on ne penserait jamais se présenter dans une réunion avec un sac de papier sur la tête. Mais quand tu es dans Teams et tu ne mets pas ta caméra, c'est un peu ça que tu fais, non? Moi, j'ai travaillé avec les gens de la santé publique, puis chez Aquinox, on a toujours nos caméras, ça fait partie de l'ADN. Tu arrives, puis si tu ne l'as pas, tu te le fais dire. « Es-tu brisé ta caméra? On peut-tu t'aider à l'arranger? C'est pas grave, on n'est pas pressé, vas-y. » Mais là, je suis avec une équipe de la santé publique qui ne la mettent jamais. Ce que j'ai compris après, c'est qu'au ministère, il y avait la directive de ne pas mettre leur caméra parce que ça prend trop de bandes passantes. Fait qu'on travaille ensemble à tous les jours. Puis moi, j'ai tout le temps ma caméra, puis eux, ils ne l'ont jamais. Puis là, il y a une journée, là, je suis fatiguée, je n'avais pas des beaux cheveux, je ne sais pas. Ça ne me tentait pas, je n'ai pas mis ma caméra. Eh bien, le lendemain matin, quand on a eu notre rencontre, toute l'équipe est arrivée avec leur caméra allumée. Puis ils se sont dit, « Tania, on s'est parlé un matin. » Puis elle a dit, « On a trouvé ça vraiment plus le fun quand tu as ta caméra que quand tu ne l'as pas. Fait qu'on a décidé qu'à partir de maintenant, nous autres aussi, on va la mettre. » Fait que, tu sais, on dit que plus de 50% du langage, de la communication, c'est visuel. Fait que, comme par exemple ici, peut-être que lui, il n'a pas compris. Je pense qu'elle aurait besoin que je zoome un peu mon écran. Lui, on dirait qu'il trouve le temps long. Lui, je ne suis pas sûre qu'il est d'accord avec moi. Lui, il fait d'autres choses, fait que probablement, je vais être obligée de répéter tantôt. Puis, en fait, fort probablement parce qu'elle n'est même pas là. Puis, tu sais, on s'entend là que, disons que je suis en train de t'expliquer quelque chose. Je ne vais clairement pas poursuivre de la même façon si tu me regardes comme ça ou bien si tu me regardes comme ça. Bon. Un autre défi qu'on a vécu, c'est l'interopérabilité. Fait que le système de la santé, c'est plein d'outils disparates qui ne sont pas reliés entre eux. Le défi de faire interagir tous ces systèmes-là entre eux. Fait que comme je disais au début de la pandémie, les résultats de labo sont transmis par fax. Et puis, les gens retranscrivent à la main dans le système parce qu'on croyait que c'était plus sécuritaire, les fax. Hein. Puis, même, il y a une région que eux, il y avait mis un KPI sur l'épaisseur de la pile de fax à trier le matin. Il fallait s'assurer que ça soit en dessous d'une certaine épaisseur parce que sinon, on ne fournit pas. Puis même à un moment donné, il y a quelqu'un qui a décidé de faire 2 piles. Pour moi, il voulait battre l'indicateur, il voulait gagner. Mais là, pendant 24 heures, il y a juste une pile de fax qui a été traitée. Une pandémie, c'est une course contre la montre. Fait que c'est un impact majeur de ne pas traiter des cas pendant 24 heures. Ils ont le temps de contaminer un paquet d'autres mondes. Fait que le ministère nous a demandé d'automatiser les résultats de laboratoire par des fax. Puis la firme Nosotech a été mandatée pour faire un système pour colliger tout ça. Il y a plus de 80 laboratoires qui font du dépistage de COVID au Québec. Ils ont 60 systèmes configurés différemment. Fait que là, mettre tout ça ensemble, il y a autant de façons uniques de représenter les tests et leurs résultats. J'aurais jamais cru qu'il y a autant de façons de dire positif à la COVID qu'il y a dans ces systèmes-là. Fait que ici, tu sais, dans le fond, la leçon à retenir, c'est la collaboration qui a été la clé. On a travaillé avec ces gens-là, les gens du ministère, pour essayer de comprendre les diverses nuances dans la donnée, puis de réussir à transformer ça en des données normalisées pour créer automatiquement les enquêtes épidémiologiques. OK. Un autre bel exemple d'interopérabilité, c'est l'obtention du passeport vaccinal. On a mis en place un écosystème complet pour la vaccination qui consiste à un émetteur, donc qui génère la preuve, le portefeuille, l'application VaxiCode que vous avez dans votre téléphone, puis le vérificateur qui sert à s'assurer que tu es adéquatement protégé. Puis là, juste en passant, si je disais, on a fait ça pour le Saskatchewan et Labrador aussi. Mais ça, on fait juste regarder l'obtention de la preuve vaccinale. Fait que le ministère a demandé ce que les citoyens reçoivent une notification, pas un petit papier, après qu'ils aillent se faire vacciner, et aussi qu'ils puissent aller dans un portail libre-service pour aller chercher leurs preuves si jamais ils ne recevaient pas la notification. Pour mettre en place un tel système, il a fallu faire parler entre eux
tous ces systèmes-là. Parce que le registre de vaccination, il y a ton vaccin. La RAMQ, on valide ton identité. Après ça, dans la plateforme de santé publique, on va chercher le résultat de laboratoire parce que si tu avais été positif à la COVID, excuse-moi, tu pouvais être adéquatement protégé. Et on va dans le Clic Santé chercher tes informations de contact les plus récentes. Tout ça, on réussit à t'envoyer une notification. Puis après ça, il y a le portail Libre-Service, comme je disais, parce que ça ne fonctionne pas à 100 des cas. Parce qu'il y a autant de systèmes à interopérer, je vais l'avoir, que de façon de points d'échec possible. Moi, il y a une leçon que j'ai durement apprise pendant ça, c'est l'appariement. Fait qu'on ne peut pas parler d'interopérabilité sans parler d'appariement. Je ne sais pas si vous connaissez le mot. Moi, je ne le connaissais pas avant de me joindre chez Aquinox. Maintenant, c'est rendu mon mot préféré. Appariement, ce que ça veut dire, c'est l'action de rassembler par paire des choses naturellement compatibles. Comme par exemple le nom d'un citoyen dans le système A et le nom du même citoyen dans le système B. Non. Simple? Non. Dans un monde où toutes les données sont transcrites manuellement, où chaque système n'a pas d'identifiant unique, bien, c'est vraiment difficile. Je pense qu'on pourrait mesurer la créativité des agents de saisie au Québec par le nombre de façons différentes qu'ils ont d'écrire un prénom. C'est ça. Fait qu'on a eu beaucoup de plaisir à faire de l'appariement avec les systèmes différents. Puis là, bien, justement, en parlant de plaisir, on va continuer dans la preuve vaccinale. Parce que dès le premier jour de son lancement, la preuve vaccinale était destinée à la population entière du Québec. Donc, on parle de plus de 8 millions de personnes. Là, je voulais vous parler un petit peu de l'architecture qu'on a mis en place. On a quelques développeurs ici, mais soyez indulgents avec moi, je suis une analyste d'affaires. Donc, au départ, on s'est aligné avec des technologies open source, fait qu'on parle de Kafka, Kubernetes, Postgres. D'une part, pour bénéficier de la sécurité supplémentaire qui vient avec toute une communauté qui contribue à ces projets-là, mais aussi pour que nous, on puisse y contribuer si on avait des améliorations. On a choisi React Native pour l'application mobile, surtout pour avoir une meilleure performance, parce que c'est du natif, puis lire des codes barres, ça n'aurait pas très bien fonctionné, des codes QR, ça n'aurait pas très bien fonctionné en web. Il y a aussi, c'est un fonctionnement hors ligne avec un meilleur UX, et aussi, ça permettait de collecter tes preuves dans ton téléphone sans avoir de login. Tu sais. Puis la syntaxe, ben, c'est cross-platform, fait que ça permet de développer plus rapidement pour Apple puis pour Google. Au niveau de l'API de vérification, dans le fond, les règles de protection, les clés, les révocations sont dans un fichier JSON statique. Fait qu'il n'y a pas de calcul, le contenu est invariable, quelle que soit la requête. On ne connecte pas de données, c'est une transaction en sens unique. Dans le fond, ça va de Cloudflare aux applications, il n'y a rien qui va dans l'autre sens. On a choisi ça pour deux raisons. Une, la confiance versus la sécurité. Fait que la première chose que les gens ont faite quand on a mis ça en ligne, c'est d'aller voir le fichier, de l'ouvrir et de regarder ce qu'il y avait dedans. Fait qu'on l'a fait exprès pour que vous puissiez voir que under the hood, il n'y a rien, c'est inoffensif, il n'y a rien de mal là-dedans. Puis on voulait que ce soit transparent. Puis aussi, versus la scalability, dans le fond, c'est un fichier statique, il est précalculé, on fait juste le servir. Fait qu'il n'y a pas de computing process à toutes les fois que tu fais une requête, c'est beaucoup plus performant. Puis c'est un standard ouvert qui permet de l'intégrer à d'autres processus que juste VaxCode. Puis finalement, Cloudflare, ça a été choisi à la base parce que le bandwidth est gratuit. On savait que c'est un déploiement à grand volume. Il y a aussi beaucoup d'outils d'automatisation qui viennent by default. On m'a dit que c'est comme de l'infra pour les nuls. Fait qu'on a profité de ça. Puis, il est capable de servir très rapidement, sans problème de scalability Cloudflare. Puis, en même temps, quand on est allé, on a déployé à Saskatchewan puis Terre-Neuve, bien, lui, il décide lui-même, il y a plein de points de présence au Canada, puis c'est lui qui gère ça, à savoir quel serveur utiliser pour que ce soit plus optimal pour les utilisateurs. La question ultime, est-ce que ça va scaler? Mais dans le fond, je pense que oui. On a au-dessus de 13 millions de preuves vaccinales qui ont été téléchargées, plus de 10 millions d'utilisateurs, 6 millions de téléchargements de VaxiCode. Et puis, le fichier JSON que j'ai mentionné, on était à certains jours jusqu'à 1 million de téléchargements par jour. C'est ça. Mais, malgré tout, ça n'a pas toujours bien été.
Fait qu'une leçon qu'on a appris, tu ne peux pas être plus fort que le plus faible maillon de ta chaîne. Fait qu'on a eu 2 enjeux avec le système d'émission de la preuve vaccinale. En juillet, quand on a lancé le concours Gagner à être vacciné, puis en septembre, quand les applications mobiles ont été relâchées et que la mesure de public était mise en place. On voit ici la courbe du nombre d'utilisateurs uniques par jour. Fait que là, l'annonce du concours est ici. À ce moment-là, on a trouvé le problème. On a rajouté des index, on a rajouté du monitoring. Tout s'est mis à bien aller, mais on voit aussi que le volume a diminué. Deuxième fois, quand on a lancé les applications sur Apple puis sur Google, bien là, c'est un autre système qui a failli parce que le premier fonctionnait bien, super. Bien là, c'est le deuxième qui a rushé. Fait que, tu sais, la leçon principale qu'on tire de ça, c'est qu'on ne peut pas toujours faire les choses parfaitement. Puis avec les coûts, les délais demandés, les discussions avec le client, bien, on accepte qu'on va avoir des échecs, puis c'est correct. C'est la bonne solution. Parce qu'on est en train de donner ici accès au grand public à des systèmes qui n'ont pas été conçus pour avoir des millions de requêtes simultanément. Tu sais, le registre de vaccination, la RAMQ, c'est pas fait pour ce volume-là. Puis tu sais, on va-tu juste tout réécrire l'infrastructure informatique du système de la santé parce qu'on lance un concours une journée? Non. Il fallait juste survivre, dans le fond. Nous, à l'interne, on l'appelait ça affectueusement notre calcul rénal. Fait que il y a la première pierre qui a passé, puis il fallait juste survivre le temps que la deuxième passe, puis après ça, ça va. Parce que c'est pas comme les systèmes qu'on est habitués, Google, Facebook, tout ça, eux autres, ils ont une montée en charge graduelle. On parle ici on est en test avec 50 utilisateurs, puis on va en prod, puis il y en a 1 million. Il n'y a personne qui peut s'adapter à ça. Même dans toutes les provinces, quand ils ont lancé leurs émissions de la preuve vaccinale, tout le monde a vécu des crashs. C'est normal. Puis, vous voyez qu'en 60 jours, il y a 13 millions de personnes qui ont passé sur ces sites-là. C'est un volume vraiment considérable. Une autre leçon, quand les utilisateurs sont obligés d'utiliser ton système, c'est super important d'avoir un bon UX. Il faut t'offrir des choix, une preuve papier, un format carte d'affaires, l'application mobile, le Vaccicode. Il faut que tu assures l'accessibilité. Fait qu'au ministère, on avait une personne non-voyante qui faisait les tests de l'application pour s'assurer que ça fonctionnait pour eux. On a insisté pour l'anglais. Au Québec, on aime ça que ce soit en français. On a quand même une grande partie de la population qui parle juste anglais. Puis, les choix aussi, la façon que le portail était conçu, pas de login, c'était pour que ce soit plus facile et accessible à toute la population. Il faut aussi éviter les acronymes. Donc, on parle d'un grand public. SHC, ça ne veut dire rien dire pour personne. Le Smart Health Card, c'est le standard de la preuve vaccinale. Mais même les utilisateurs avancés, ils apprécient un langage simple. On vise à peu près la 4e année, habituellement. Je vais juste donner un exemple. Quand on a lancé le format fédéral de la preuve vaccinale, c'est juste un relooking de ta preuve, on a mis le mot « mise à jour » dans l'application. Tu vas chercher, mettre à jour ta preuve. Écoute, les gens étaient tout mêlés. « Ah, il faut que je mette à jour mon application. Comment ça? J'ai une nouvelle version de ma preuve. Celle-là va-tu fonctionner? » Il a fallu qu'on retire le mot puis qu'on le change pour indiquer « format fédéral ». C'est tout. Ou « document pour voyager ». En tout cas, je ne me souviens plus. On a discuté beaucoup. En 24 heures de ça. C'est ça. Une autre leçon, il va y avoir des bugs. Tu n'as pas le choix. Il y a 2 millions de téléphones qui vont avoir ton application dès le lendemain de sa publication. C'est inévitable. Puis, il y a une chose que j'ai découvert avec les applications natives. J'ai l'impression d'être revenu comme 12 ans en arrière là, à installer des applications sur plein de versions de Windows différentes. Là, il y a des tonnes de téléphones. Ils ont toutes des versions différentes de l'OS. Fait que c'est comme on n'est pas gâté comme sur le web où est-ce qu'en un clic, tout le monde a accès à la nouvelle version, puis c'est fini, ton bug est corrigé. On a l'impression de vivre les drames au ralenti. Genre, on publie l'application, puis là, oh fuck, on voit le nombre de téléchargements monter. Il y a un bug de rapporter. Le nombre d'appels au service à la clientèle qui monte. Puis là, fuck, les commentaires qui défilent sur les App Store. Ça t'a pris genre 20 minutes de corriger ton bug, 2 heures mettre la nouvelle version en ligne, mais tu sais que tu vas en entendre parler pendant 2 semaines, le temps que tout le monde fasse sa mise à jour. Fait que c'est important aussi de tester sur le terrain. Donc, on a fait des projets pilotes à la cage au sport puis dans un match de hockey.
Ça nous a permis de se rendre compte qu'il y a certains téléphones que leur caméra n'avait pas la capacité de lire le code QR, qui était très, très dense. Puis aussi, tu sais, dans les restaurants, dans les entrées, c'est relativement sombre. Fait qu'on a dû rajouter la fonctionnalité de flashlight sur le vérificateur pour permettre aux gens de bien voir. Puis, itérer soigneusement, on a découvert la feature Progressive Rollout sur les applications. Fait qu'on l'essaye, puis là, ils le font un petit peu, puis là, tu vois si tout va bien, puis OK, après ça, tu peux relâcher ça grand public. Le défi final dont je voulais vous parler, moi, j'ai appelé ça le Media Driven Development. Fait que c'est sûr qu'on développe des applications qui ont un impact massif sur toute la population, fait qu'ils sont scrutés à la loupe par les médias. Fait qu'avec une crise globale comme la COVID, c'est difficile d'échapper à l'attention des médias. Puis, les gens, ils critiquent autant les solutions technologiques que les mesures sanitaires, puis tout se fait mélanger là-dedans. Moi, tout au long de la pandémie, il est arrivé souvent que j'apprenne ce que j'allais faire cette semaine-là en lisant la presse le matin. Comme par exemple, on l'a tous appris en même temps, 4 jours avant Noël, à une conférence de presse, qu'il allait avoir un portail d'autodéclaration des résultats de tests rapides au retour des fêtes. C'est ça. Puis là, je voulais vous donner un bref aperçu de la couverture médiatique qui a précédé, suivi la livraison de nos solutions. Ça, c'est juste un petit échantillon. J'ai dû en enlever vraiment beaucoup. Et voilà. Donc, on apprend rapidement, la sécurité, ce n'est pas juste un buzzword. Il faut qu'on développe avec des standards, on travaille avec rigueur, avec vigilance. On fait des audits internes, on a impliqué les équipes de la cyberdéfense, le comité de cybersécurité du gouvernement. On fait valider nos solutions. Comme je dis tantôt, on fait des choix en fonction de la sécurité. Fait que le fichier JSON, on le savait, on voulait que ce soit transparent, ouvert, sécuritaire. Il faut apprendre à travailler sans analytique. Fait qu'on le sait que les statistiques d'utilisation nous aident à améliorer le UX de nos applications. Mais là, avec les standards de sécurité élevés au Québec, puis qu'on voulait comme dépasser, on ne pouvait pas mettre d'analytique dans l'application. Fait que la seule affaire à laquelle on a accès, c'est le nombre de téléchargements. Il y a d'autres provinces, par exemple, qu'eux ont choisi de mettre les analytiques, donc de savoir est-ce que les gens scannaient vert, scannaient rouge, est-ce que ça fonctionnait, y avait-tu des bugs? Alors que nous, au Québec, on avait juste les commentaires du App Store. Puis, tu sais, il fallait comme déceler les vrais enjeux à travers ceux qui nous traitaient de communistes, parce que on encourage les mesures sanitaires. Puis aussi, la force de la communauté. Fait que le plus gros bug de sécurité qu'on a eu, il a été trouvé par un membre de la communauté. Peut-être que vous en avez entendu parler. Dans le fond, ça a été 3 jours avant le lancement des mesures sanitaires, la mise en application. Puis c'est un bug qui était dû à l'intégration d'une librairie externe. Je ne pourrais pas vous donner les détails là, parce que je ne suis pas une experte en sécurité, mais c'est certain que la leçon qu'on a retirée, c'est qu'on aurait tout à gagner à mettre la communauté à contribution dans tous nos développements, dans le fond. Fait que la sécurité chez Aquinox, c'est important pour nous, c'est important au ministère aussi, mais même quand on est excellent, on n'est pas toujours parfait. Puis malgré les audits internes, les audits externes, les spécialistes, bien, on a eu des enjeux, mais ça démontre qu'intégrer la communauté au bon moment, ça peut toujours être bénéfique pour tout le monde. Je peux vous dire, en tout cas, que ça a été toute une fin de semaine. On a mobilisé toute l'équipe, le Centre de cyberdéfense du ministère, une équipe d'experts en sécurité pour faire l'audit. On a passé là, les lignes de code une par une avec eux autres pour trouver il était où le problème. Il a fallu réécrire la librairie en catastrophe. Mais tout ça pour arriver lundi, tout était correct, l'application était sécuritaire. Photo finish, indeed. Finalement, il faut éduquer. Fait qu'il faut apprendre, il faut éduquer les gens sur la sécurité. Tu sais, le passeport vaccinal a été scruté à la loupe, là, mais je ne sais pas si vous savez, là, il y a plus d'informations sur le code barre en arrière de votre permis de conduire que sur votre passeport vaccinal. Puis savez-vous aussi que votre carte de crédit, moi, je l'ai appris, là, elle emmagasine les 10 dernières transactions que vous avez faites.
Fait que le montant que vous avez dépensé, le restaurant où vous êtes allé ou le dépanneur, ils ont toute cette information-là. Fait que, tu sais, quand on a réussi à obtenir les preuves des ministres, il faut faire comprendre aux gens qu'il y a moins d'informations sur la preuve que l'information qui a été fournie pour l'obtenir. Fait que, puis l'information pour ces gens-là, elle est disponible publiquement. Fait qu'il n'y a pas de faille de sécurité ou de leak de données. Elle est déjà disponible publiquement. C'est des choix technologiques qui sont faits par le client pour favoriser l'accès puis la simplicité, c'est ça, l'accessibilité puis la simplicité d'accès. Parce que, même en temps d'urgence, il faut prendre soin de tout le monde. Tu sais, même si ton bug affecte juste 1 de tes utilisateurs, bien, c'est 100 000 personnes. C'est important de gérer tes enjeux, de trouver des solutions. Il y a un moment donné, on s'est retrouvé avec des gens qui ont eu leur deuxième dose une journée trop tôt. Tu sais, date plus grand ou égale que, là, bien là, ils ne sortaient pas adéquatement vaccinés, adéquatement protégés. On a eu au moins 3 rencontres avec 10 personnes ou plus, là, plein de services à essayer de trouver une solution pour ces gens-là. Puis là, il y a quelqu'un qui a dit « Mais allez voir dans le DB, il y en a combien dans cette situation-là? » On parlait de 8 personnes. On a quand même trouvé une solution parce que, tu sais, si c'était toi, la personne, bien, on doit s'occuper de tout le monde. C'est ça. Comme je dis, quand on parle de UX, bien, il faut être capable d'offrir des chemins différents pour arriver au même résultat, pour aller chercher les modèles cognitifs d'une grande variété de personnes à qui la solution s'adresse. Ah oui, un autre point, il faut prendre soin des gens du réseau de la santé aussi. Tu sais, au début de la pandémie, les travailleurs de la santé sont encore obligés d'aller au bureau. Puis là, c'est arrivé, il y a un médecin de la santé publique en Montérégie qui a été infecté en milieu de travail puis qui est décédé de la maladie. Bien, tu sais, offrir des solutions décloisonnées dans le cloud bien, qui permettent aux gens de travailler de partout, bien, ça aussi, c'est important. Puis on est en pleine pénurie de main-d'œuvre au Québec. Les équipes du ministère de la Santé sont déjà débordées. Quand la pandémie est arrivée, on ne fournit pas. Puis là, bien, tu sais, je voulais vous montrer ça parce qu'on parle souvent des coûts des solutions technologiques, c'est ça qui sort grand public. Mais on oublie que derrière ces coûts-là, il y a de l'automatisation, on sauve des minutes, on laisse les gens focusser sur les tâches importantes. Bien, on parle avec les solutions qu'on a livrées pendant la pandémie, qu'on aurait sauvé l'équivalent de 750 employés à temps complet, puis quand même une économie significative pour le ministère. Mais tu sais, une chose que ces chiffres-là ne peuvent pas nous dire, c'est à combien de personnes ces solutions-là ont permis d'être épargnées de la COVID, d'avoir un lit à l'hôpital, d'avoir ses proches en santé à la maison, parce que les gens du réseau sont concentrés à faire des tâches à valeur ajoutée au lieu des tâches administratives. Et voilà, la question qui tue. À travers tout ça, dans un contexte d'urgence, avec des demandes floues, des délais impossibles, des clients qui changent d'idée tout le temps, à mesure que les connaissances évoluent, des élus politiques qui prennent des décisions pour faire plaisir à la population. Comment on réussit à rester motivé dans tout ça? Fait que, avant que je vous donne mes raisons, je vous invite à leur demander aux gens d'Aquinox, parce que moi, j'ai des théories, mais je n'ai pas toujours compris exactement pourquoi on a réussi à faire ça. Une de mes idées, Start with Why. Fait que si vous ne faites pas partie des 58 millions de personnes qui ont vu ce TED Talk-là, je vous le recommande fortement. Ça dit que si on sait pourquoi on fait les choses, à qui ça va aider, c'est quoi l'impact qu'on va avoir, bien, on est capable de faire de bien grandes choses. Lutter contre une pandémie mondiale, c'est assez dur à battre comme why. Fait que ça démontre bien ce que les gens sont capables de faire quand on est ralliés pour une cause, qu'on se met tous ensemble, puis qu'on a le couteau dans les dents, puis qu'on fonce pour livrer des solutions. Choisir les bonnes personnes, mais comme j'ai dit au début, on a eu vraiment une croissance significative dans l'entreprise, mais il faut engager les gens en leur expliquant le contexte dans lequel ils vont se retrouver, puis en laissant ceux qui ne sont pas bien dans ce contexte-là, bien, changer d'équipe au besoin. Comme j'ai dit, on n'a pas de hiérarchie non plus. Il faut s'assurer que les gens sont capables de dealer avec ça. T'sais, on traite les gens comme des adultes, mais il faut être capable de se prendre en main, collaborer beaucoup, collaborer, puis être authentique avec ses collègues. Fait qu'on met les attentes dès le début, puis on cherche des gens qui répondent à nos valeurs. Parce que pour nous, ben, les valeurs ne sont pas juste sur le mur, parce qu'en fait, on est à distance, fait qu'il n'y en a pas de mur. Il faut travailler ensemble, pour vrai. Fait que
Chez nous, les rôles, ce n'est pas des murs, c'est des lignes, parce qu'on essaie de comprendre un peu qu'est-ce qui tombe dans ta cour, qu'est-ce qui tombe dans ma cour. On s'entraide beaucoup. J'aimais beaucoup cette illustration-là parce qu'on voit que, tu sais, même en arrière de la caméra, à distance, bien, les gens se tiennent. On crée des relations avec les gens. Tu sais, à un moment donné, dans mon parcours, j'ai manqué de temps pour faire des analyses. Puis, je n'étais plus capable, je ne fournissais pas. Mais il y a des devs qui se sont pointés aux ateliers d'analyse de clients puis qui écrivaient les stories pour l'équipe pour me donner un coup de main. Quand on arrive à la fin d'une livraison, bien, tout le monde se mobilise pour donner un coup de main au QA pour dérisquer la livraison parce que c'est là qu'on est rendu. Fait que c'est vraiment des rôles flexibles. On est tous ensemble pour livrer notre solution. Puis à noter aussi qu'on a travaillé comme ça, autant avec les clients, les équipes du ministère, qu'avec les gens à l'interne de l'entreprise. Puis finalement, il faut avoir du fun. Fait que les équipes qui ont du plaisir ensemble, ils restent ensemble. À preuve, je disais tantôt qu'on peut laisser les gens changer d'équipe, mais on n'est pas capable. Les gens, ils ne veulent pas changer d'équipe. Ils sont soudés, ils aiment ça travailler ensemble. Il y a beaucoup de choses qui se passent par écrit aussi. Je me suis rendu compte que sur Teams, c'est possible de lire une blague de corridor 6 heures plus tard, assis dans ton bureau. Parce que, mettons, tu es à Barcelone puis tu n'es pas en même temps que les autres. Mais il n'y a personne qui s'en exclut. Il n'y a plus de inside. Tout le monde est dans l'équipe, tout le monde est ensemble tout le temps. C'est important d'amener tout son souhait au travail. Si tu es fatigué, bien, sois fatigué. Puis si tu as envie de rire, bien, ris. Puis si tu es irrité, bien, dis-le. Parce que on est à distance, mais on est tous là. On crée des liens. C'est ça. Puis des fous rires comme ça, il y en est arrivé aussi avec les clients. Je ne pouvais juste pas vous montrer des photos. Une autre petite anecdote. Ça, c'est ma chargée de projet. Dans le fond, je lui ai demandé si on pouvait rajouter quelque chose dans le sprint, puis là, elle me dit non. Non, on ne pourrait pas, on arrive trop tard. Mais on le sait, on sait que c'est rushant, les clients voudraient donc qu'on le fasse, ils vont être déçus. Puis, tu sais, vous voyez comment elle trouve ça dur. Fait que j'ai envoyé ça à l'équipe, puis il y a quelqu'un qui a décidé de rajouter ça dans cette photo-là. Mais dans le fond, la réunion d'après, où elle s'est pointée, tout le monde l'avait mis en fond d'écran. Tu sais, c'est quand on fait ça, on diffuse le stress. Tu sais, c'était pas une situation très facile, très plaisante, mais on s'organise pour être capable d'en supporter plus. Puis, se soutenir en équipe. Ça c'est une photo, c'est la journée, mais le soir de ma fête, dans le fond. Puis je m'en rappelle très bien. Tu sais, ça fait des mois là, qu'on est en confinement, puis qu'on ne voit plus personne, puis on ne peut pas sortir. Puis là, nous, il faut faire des MEP le soir, 8, 9, 10 heures des fois. Puis là, bien, ce soir-là, il y a quelqu'un qui dit « on va faire une MEP de fête à la place ». Bien, toute l'équipe se pointe. Tu sais, vous le voyez peut-être un petit peu en bas, là, on voit qu'il y a une MEP qui se passe. Là. Il y a vraiment des déploiements en cours, mais tu sais, on a-tu de l'air d'une gang que ça ne tente pas d'être là à 9 h, 10 h le soir en train de faire une livraison? Non. On a du fun, on est ensemble, on se soutient en équipe. À preuve, ils sont tous là aujourd'hui pour me soutenir. Fait que, puis, tu sais, je vous dis pas ça pour vous dire « Ah, c'est vraiment hot de venir travailler chez Akinox ». Non. Je vous dis ça parce que moi, dans ma carrière, au fil du temps, j'ai été souvent interpellée pour aider des équipes de dev qui avaient de la misère. Essayer de trouver c'est quoi les éléments qui manquaient pour que ça coule bien, pour que ça, tu sais. Puis là, je suis dans une équipe, on ne réussit pas à avoir un bon processus. On n'a pas de domaine clair, on n'a pas de date réaliste, on a une portée qui change pendant le sprint. On n'a pas de rôle de Scrum Master, de PO, tu sais. On n'a pas de temps pour stabiliser la performance. Oublie ça, faire des refactors. On déploie le soir, tard, des fois tard. Le lendemain matin, on a des bugs. On n'a rien. Mais en même temps, on a réussi à faire des miracles. Puis en gardant le sourire à tous les jours, fait que, tu sais, moi, je me dis, puis je vous dis, peut-être la leçon à tirer de ça, c'est si jamais ça ne va pas bien avec vos équipes de dev, demandez-vous donc, c'est quoi le climat qui règne dans votre équipe? Parce que quand on s'amuse, quand on s'entend bien ensemble, bien, toutes ces affaires-là, moi, j'ai vu, ne sont pas très importantes. Fait que pour aller plus loin, on voit que la lutte contre la pandémie, c'est un long chemin parcouru. On sait que ce n'est pas fini là. Fait qu'il faut continuer à travailler en mode collaboratif avec nos clients, miser sur l'agilité pour livrer de la valeur plus rapidement, travailler avec rigueur pour mettre en place des solutions sécuritaires, garder le UX à l'avant pour que ça soit utilisable par tout le monde, puis donner un sens à nos projets, pour donner le petit boost de motivation qui fait toute la différence.